On est tous fascinés par ce que l'intelligence artificielle peut faire. C'est de plus en plus puissant, c'est clair. Mais cette puissance, elle a un coût. Un coût caché, mais bien réel. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot pour explorer un défi absolument crucial, celui de l'efficacité. Comment est-ce qu'on peut rendre ces géants du numérique plus légers, plus rapides et au final plus durables? Alors, voilà notre plan de match pour comprendre tout ça. On va d'abord parler de ce qu'on peut appeler la crise énergétique de l'IA. Ensuite, on verra comment on peut mesurer l'efficacité de manière vraiment juste. Après ça, on explorera deux types de solutions, une sorte de régime pour alléger les modèles et des techniques pour les entraîner de façon plus intelligente. Et on conclura avec l'équation qui régit un peu tout ça. Allez, on attaque direct avec notre première partie, la crise énergétique de l'IA. On va essayer de mettre des chiffres et des concepts sur ce que coûte vraiment la puissance des grands modèles de langage qu'on utilise tous les jours. La question, elle paraît toute simple, mais derrière chaque interaction, chaque question posée à une IA, il y a un processus qui se déclenche. Ça s'appelle l'inférence. Et ce processus, eh bien, il consomme de l'énergie, il consomme des ressources. Alors c'est quoi son vrai coût? Pour avoir une idée de l'échelle, ce chiffre est assez parlant. 180 millions. C'est le nombre de visiteurs uniques sur ChatGPT en un seul mois. Imaginez. Chaque question, chaque phrase générée, c'est un coût d'inférence. Si on multiplie ça par des millions et des millions d'utilisateurs, ce coût d'utilisation peut, et c'est fou, dépasser de loin le coût de l'entraînement initial du modèle. En fait, le cœur du problème, c'est cette course à la performance. Elle a provoqué une véritable explosion de la taille des modèles. Cette croissance, elle est exponentielle. Ça les rend bien sûr incroyablement capables, mais ça les rend aussi extrêmement gourmands. Gourmands en énergie, en temps de calcul et donc en argent. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, une question se pose. Comment on mesure ça de manière juste? Comment on peut comparer deux modèles pour savoir lequel est vraiment le plus efficace? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. On pourrait se dire, facile, on chronomètre, et voilà. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Le temps d'exécution brut, celui qu'on observe directement, il est un peu trompeur. Pourquoi? Parce qu'il dépend énormément du matériel, des optimisations logicielles, bref, de plein de facteurs externes. Pour une vraie comparaison scientifique, il faut une mesure standardisée, ce qu'on appelle le temps d'exécution idéalisé. C'est ça qui met tout le monde sur la même ligne de départ. Alors, ce fameux temps d'exécution idéalisé, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est une simulation. C'est le temps que mettrait une tâche si elle tournait sur un système de référence bien défini et sans aucune interférence. C'est cette mesure standard, cette référence commune, qui nous permet de comparer l'efficacité réelle des modèles de manière vraiment équitable. Et c'est là que ça devient super intéressant. Grâce à cette métrique, on peut enfin faire la part des choses. On peut séparer l'efficacité qui vient du modèle lui-même de l'efficacité de l'infrastructure qui est autour. Est-ce qu'un modèle est rapide parce qu'il est bien conçu ou juste parce qu'il tourne sur une machine surpuissante? Le temps idéalisé, lui, il répond à cette question. Bon, on a un problème, on a un outil pour le mesurer, il est temps de parler des solutions. Et la première, c'est un peu comme si on mettait nos IA au régime. C'est une technique qui s'appelle l'élagage ou pruning en anglais. L'idée de base, elle est super bien résumée dans cette citation. Les recherches ont montré que les modèles sont souvent surparamétrés. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont beaucoup plus de connexions, de neurones, que ce qui est vraiment nécessaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en enlever une grande partie sans trop abîmer leur performance. Alors concrètement, comment on fait? Le processus est assez malin et il se fait en 3 temps. D'abord, on identifie les poids, c'est-à-dire les connexions neuronales qui contribuent le moins au résultat final. Ensuite, on crée une sorte de masque pour les mettre à zéro, tout simplement les ignorer. Et enfin, étape super importante, on ajuste très légèrement les poids qui restent pour compenser ce qu'on a enlevé. Et le tout sans avoir besoin de réentraîner complètement le modèle. Et la question c'est, est-ce que ça marche? Eh bien la réponse est un grand oui et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici, la perplexité, c'est une mesure de l'erreur du modèle. Plus elle est basse, mieux c'est. Et ce qu'on voit, c'est qu'en supprimant la moitié des poids du modèle, l'erreur n'augmente que très très peu. Le résultat, un modèle beaucoup plus léger pour une perte de performance presque invisible. C'est une super optimisation. Alors, l'élagage, c'est une super piste, mais ce n'est pas la seule. Au lieu de réduire la taille, on peut aussi être plus malin sur la façon dont le modèle utilise la mémoire pendant qu'il apprend. On va voir ça tout de suite. Et pour ça, il y a une technique qui s'appelle tempo. Pour faire simple, quand un modèle s'entraîne, il doit stocker temporairement une quantité énorme d'informations intermédiaires, qu'on appelle les activations. Tempo, c'est une méthode astucieuse pour réduire l'espace mémoire que prennent ces activations. Et le gain est direct.
Plus de mémoire libre, ça veut dire qu'on peut entraîner le modèle sur de plus gros lots de données en même temps, et donc ça accélère tout le processus. Et en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, c'est pas mal du tout. En libérant de la mémoire, Tempo permet de doubler la taille de ces fameux lots. Au final, ça se traduit par une augmentation de 16% du débit d'entraînement. Concrètement, ça veut dire que le modèle apprend plus vite, juste parce qu'on a mieux géré la mémoire. La grande question évidemment, c'est est-ce qu'on perd en qualité? Est-ce qu'en allant plus vite, on devient moins bon? Eh bien, ce graphique montre que non, pas du tout. La courbe d'apprentissage du modèle avec Tempo est quasiment collée à celle du modèle de base. On gagne donc en vitesse, en efficacité, sans sacrifier la performance finale. C'est l'exemple parfait d'une optimisation intelligente. Bon, on a vu des techniques assez précises. Mais si on prenait un peu de hauteur maintenant, ce qui est fascinant, c'est qu'il semble y avoir des lois, presque des lois physiques, qui gouvernent l'efficacité des modèles d'IA. En fait, des recherches fondamentales ont mis en lumière ce qu'on appelle des lois d'échelle. L'idée, c'est que la performance d'un modèle repose sur un trépied. Premièrement, sa taille. Deuxièmement, la quantité de données qu'on lui donne à manger. Et troisièmement, la puissance de calcul qu'on y alloue. Et la clé du succès, c'est que ces trois facteurs doivent grandir ensemble, en harmonie. Augmenter un seul d'entre eux à fond sans toucher aux autres, ce n'est pas la meilleure stratégie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? D'abord, quelque chose d'assez intuitif, on a des rendements décroissants. Doubler la puissance de calcul ne va pas magiquement doubler la performance. Mais c'est le deuxième point qui est vraiment surprenant, voire contre-intuitif. Les très très grands modèles sont en fait plus efficaces. Ils apprennent mieux avec moins de données. Ça veut dire que la stratégie optimale, ce n'est pas forcément de les noyer sous des montagnes de données, mais plutôt de construire des modèles gigantesques et de les entraîner sur des jeux de données plus modestes, mais de très haute qualité. L'analogie qui est souvent utilisée, et elle est vraiment parlante, c'est celle de la loi des gaz parfaits en physique. Vous savez, celle qui relie la pression, le volume et la température. Eh bien, c'est un peu pareil ici. Ces lois d'échelle, elles relient la taille du modèle, les données et le calcul. Et ça, c'est super puissant, parce que ça nous donne une sorte de feuille de route prédictive pour savoir comment allouer au mieux un budget de calcul pour obtenir le meilleur modèle possible. Et on termine avec cette grande question qui reste ouverte, parce que l'avenir de l'IA, ce n'est pas juste une course à la puissance brute. Le vrai enjeu, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre intelligent, durable, entre les capacités incroyables de ces modèles et leurs coûts bien réels en calcul, en données et en énergie. Comment construire des IA qui soient non seulement performantes, mais aussi efficaces et responsables? Voilà, à mon avis, le grand défi pour les années qui viennent.